tournant des années 2000, le monde bascule. Les tours de Manhattan viennent de s'effondrer. La poussière n'est pas encore retombée que déjà, dans les salles obscures du pouvoir américain, un autre théâtre s'ouvre, invisible, silencieux, sans frontières ni horizon. L'Amérique envoie ses troupes vers l'Afghanistan en octobre 2001, puis vers l'Irak en mars 2003. Les avions décollent, les convois traversent la poussière, les bases avancées poussent comme des forteresses de métal au milieu des sables. Mais, derrière les blindages, derrière les gilets pare-balles, un autre bouclier s'installe. Un bouclier fait de fibres, de câbles, d'écrans. Car désormais, chaque unité, chaque commandement, chaque ordre qui part du sol américain vers les montagnes d'Helmand ou les ruelles de Bagdad repose sur des réseaux numériques. Nipernet, la toile discrète des messages sensibles mais non classifiés, s'étend comme un fleuve d'ombre et de lumière, reliant bases, navires, état-major et avant-poste. Cypernet, plus profond, secret, invisible au regard profane, devient la colonne vertébrale des opérations cachées, des plans classifiés secrets et au-delà, jusqu'aux zones les plus compartimentées du renseignement. Dans les bunkers climatisés, les écrans s'allument en continu. Les cartes se mettent à jour en temps réel. Les drones transmettent, les satellites relayent. Les voix des commandants traversent la planète en quelques secondes. L'armée américaine, géante de chair et d'acier, greffe à son corps un système nerveux numérique. Elle se croit plus rapide, plus précise, plus forte. Mais toute puissance appelle son double. Et, loin à l'est, dans des immeubles sans enseigne, dans des complexes dissimulés derrière des clôtures et des couvertures officielles, d'autres forces s'éveillent. Des États rivaux observent, testent, apprennent. Russie, Chine, d'autres peut-être. Ils scrutent la nouvelle dépendance du géant. Ils comprennent que, derrière les chars, derrière les avions, un cœur de données bat sans cesse. Les rapports s'accumulent sur les bureaux du Congrès. Des dossiers épais, reliés, où le Department of Defense aligne les chiffres des intrusions tentées, détectées, soupçonnées. Les courbes montent année après année. Les officiers de la NSA, au langage mesuré, se succèdent devant les commissions. Ils parlent de croissance des attaques, d'acteurs étatiques, de sophistication. Ils ne haussent pas la voix, mais les mots pèsent lourd. Les réseaux militaires sont déjà une cible. Pourtant, au sein même du Pentagone, le chantier numérique avance comme une cité en construction trop rapide. Les réseaux se multiplient. Army, Navy, Air Force, Marine Corps. Chaque branche porte son héritage, ses systèmes, ses architectures, puis les relie aux autres. Le US Central Command, CENTCOM, s'érige en nœud vital pour les guerres du Moyen-Orient. De Tampa aux déserts irakiens, de Washington aux vallées afghanes, tout se connecte. Les bases de données prolifèrent. Les serveurs s'empilent en rangs serrés dans des salles froides, vrombissantes. Les fibres se croisent dans les faux planchers, les commutateurs clignotent. On relie, on interfère, on synchronise. L'ensemble ressemble à une immense constellation de circuits, une machine globale. Sur les théâtres d'opération, la réalité est plus brute. Dans une tente poussiéreuse, un soldat pose son arme, prend un ordinateur. Dans un conteneur métallique, un officier échange des fichiers. Le temps presse. Les distances sont longues. Les réseaux sont parfois lents, parfois absents. Alors, l'armée s'appuie sur ce qui paraît simple, rapide, évident. Les supports amovibles. Les clés USB deviennent des talismans quotidiens. De petits rectangles de plastique et de métal qui passent de main en main, de base en base. On y transporte des rapports, des cartes, des listes de cibles, des images de drones. On les glisse dans une poche, dans un gilet, on les attache à un anneau de clé. On copie depuis un système isolé, on transfère vers un réseau relié, on franchit les fossés que les câbles ne peuvent pas franchir. Sur le papier, des règles existent déjà. Le DoD a publié des directives sur ces supports. Il met en garde, il encadre. Mais ces lignes restent parfois lettres mortes, perdues dans l'épaisseur de la guerre, dans le tumulte des rotations, des déploiements, des urgences. Dans certaines bases, on contrôle. Dans d'autres, on tolère. Ailleurs, on ferme les yeux. À Washington, des audits austères, signés du Government Accountability Office, se répètent. Ils pointent des failles. Accès trop large, segmentation insuffisante, manque de sensibilisation des utilisateurs. Les mots sont techniques, mais derrière eux se dessine une vérité nue.
Le système grandit plus vite que sa propre peau de sécurité. Pendant ce temps, les signaux d'alerte se multiplient. Dans les réseaux gouvernementaux américains, bien au-delà du sol Pentagone, des incidents éclatent. Le GAO les recense, année après année, dans des rapports adressés au Congrès. Le Department of Homeland Security, gardien des agences civiles, parle publiquement d'attaques en hausse. Des intrusions ciblent des ministères, des données sont sondées, copiées, parfois siphonnées. Face à cette marée montante, les États-Unis se réorganisent lentement. La NSA, autrefois centrée sur l'écoute et le décryptage, prend un rôle croissant dans la défense des réseaux militaires. On parle d'Information Assurance. On bâtit, sous le toit de l'US Strategic Command, des capacités de Computer Network Defense. Des équipes veillent jour et nuit sur les flux de données, comme des sentinelles au sommet d'un bastion numérique. Mais ce bastion n'a pas encore de seigneur unique. Il n'existe pas, avant 2008, de commandement consacré exclusivement au cyberespace. Les structures sont dispersées, les missions morcelées. Les unités se superposent, se coordonnent tant bien que mal. US Cyber Command, ce nom que l'histoire retiendra, n'est pas encore prononcé. Il n'est qu'une idée qui flotte dans les couloirs, une possibilité en gestation. Dans cette demi-lumière, un événement approche. On l'ignorera d'abord, on le taira ensuite, puis on le nommera, des années plus tard, comme on nomme une bataille décisive. Car, après coup, des voix haut placées du Pentagone diront « C'était the most significant breach of US military computers ever », la plus grave intrusion de tous les temps dans les réseaux de la première armée du monde. Ce choc deviendra une ligne de fracture dans la doctrine américaine, un point de bascule qui forcera à repenser, à reconstruire, à créer de nouvelles structures, de nouveaux commandements. Mais au moment où il se prépare, rien n'est encore écrit sur les murs des bunkers. Monsieur Tout-le-Monde n'en sait rien. Seuls quelques avertissements déjà résonnent dans les discours. Les détails techniques précis resteront scellés, classifiés, protégés par le secret. On ne dira pas tout. On masquera le type exact de malware, ses circuits de commande, ses relais étrangers. Mais l'ombre de l'événement suffira pour façonner les politiques, pour réorganiser le champ de bataille invisible. À la tête du Department of Defense, un homme veille, Robert Gates, secrétaire à la Défense depuis décembre 2006. Il n'est pas le premier à porter ce fardeau, mais il sera celui qui devra affronter la révélation de cette brèche numérique. À ses côtés, le Deputy Secretary de l'époque, Gordon England, tire les rênes du quotidien jusqu'en février 2009. Puis viendra William G. Lynn III, qui portera au grand jour, en 2010, le récit de ce qui s'est passé. Autour d'eux, la constellation institutionnelle s'active. US Strategic Command orchestre, avant la création d'un véritable commandement cyber, les opérations défensives et offensives dans le domaine numérique. La NSA scrute les flux, repère les anomalies, chasse l'intrus invisible dans la masse des paquets logiques. CENTCOM, tourné vers les sables irakiens et les montagnes afghanes, dépend des réseaux qu'il ne voit pas mais qu'il utilise à chaque seconde. D'autres entités se tiennent en arrière-plan. La Defense Information Systems Agency, DISA, garde les artères de communication, assure que les ordres partent et reviennent. La Joint Task Force Global Network Operations veille, elle, à la défense des réseaux du DoD dans leur ensemble, tissant une toile de surveillance. Ces noms froids cachent des hommes, des femmes, des horaires sans fin, des écrans bleutés dans des salles sans fenêtres. Ainsi se dresse le décor avant l'orage. Nous sommes aux portes de l'été 2008. Des années d'engagement militaire ont consolidé une dépendance presque totale au système numérisé. Les généraux réfléchissent en cartes numériques. Les analyses coulent par fibres. Les informations critiques voyagent dans des réseaux qui ne dorment jamais. Et pourtant, les failles restent béantes. Les supports amovibles, ces discrets vecteurs du quotidien, continuent de circuler avec une liberté dangereuse. Les politiques existent, mais ne sont ni pleinement harmonisées, ni durement imposées. Le système est puissant, mais poreux. À ce moment précis, nulle opération Buckshot Yankee n'existe encore. Le nom n'est pas prononcé dans les salles de crise. Il n'apparaît sur aucun ordre d'opération. Ce code, Buckshot Yankee, sera forgé plus tard pour désigner la riposte, le nettoyage, l'effort titanesque pour chasser un adversaire déjà entré. Ce ne sera pas le nom d'une attaque américaine, mais celui d'une défense désespérée, d'une chasse à l'ombre dans les profondeurs des réseaux. Les conditions, elles, sont déjà réunies. Une armée entière dépend de réseaux interconnectés. Des supports amovibles franchissent les frontières entre systèmes isolés et systèmes branchés sur les grandes artères du DoD.
Des acteurs étrangers affûtent leurs outils d'espionnage numérique. Des structures de défense existent, mais restent incomplètes, fragmentées. Et, jusqu'alors, aucun incident majeur n'a encore révélé au grand jour ce qui peut se produire quand une simple clé franchit la ligne. Aucun cas, encore, de compromission massive par support amovible n'a gravé sa trace dans la mémoire du Pentagone. Le danger est réel, mais abstrait. Présent, mais lointain. C'est dans cette tension silencieuse que surgit l'été 2008. La chaleur écrase une base américaine quelque part au Moyen-Orient. Le sable brûle sous les bottes. Dans un bureau modeste, un soldat, un parmi des milliers, saisit une clé USB. Peut-être l'a-t-il trouvée dans un sac, sur un bureau, dans une enveloppe. Peut-être la croit-il sûre. Elle ressemble à toutes les autres. Aucun éclat rouge, aucune marque, aucun sifflement mais la distingue. Il la glisse dans un port USB d'un ordinateur militaire. L'écran ne tremble pas. Le système ne crie pas. Aucun défaut apparent. Les fichiers s'ouvrent, se ferment. Le geste est banal. Il dure quelques secondes. Puis le soldat retire la clé, reprend son travail, sort peut-être dans la chaleur opaque de la base. Mais, à l'instant où le connecteur d'acier a touché le métal du port, quelque chose s'est éveillé dans la machine. Un code, venu d'ailleurs, s'est déployé dans les circuits. Invisible pour l'œil nu, muet pour l'oreille humaine. Un agent numérique s'est installé, a dressé ses antennes logicielles, a commencé à explorer. Ce malware n'est pas une bombe grossière. Il ne cherche pas à détruire, à figer l'écran, à éteindre les systèmes. Il ouvre une porte. Il observe. Il dresse des cartes intérieures. Il prépare des canaux d'exfiltration. Il est l'éclaireur d'une opération d'espionnage, non le marteau d'un sabotage. Dans des mois à venir, on lui attribuera, dans les analyses ouvertes, un parfum d'Est, un écho russe, sans jamais que la parole officielle américaine ne grave cette accusation dans le marbre. Le DoD restera prudent. Les preuves circuleront dans les cercles clos, mais pas dans les journaux. Au dehors, on parlera d'un acteur étranger, d'une opération sophistiquée, d'une main étatique derrière le rideau. Pour l'heure, le code agit. Il se copie sur le disque. Il s'adapte. Dès qu'un autre support le touche, dès qu'un autre système l'effleure, il bondit. Il s'insinue dans les réseaux internes, profitant de chaque ouverture, de chaque liaison. D'abord, il atteint les systèmes reliés à NIPRNet. Puis il franchit, par des chemins techniques connus de peu, les frontières vers SIPRNet et d'autres réseaux classifiés. Les barrières existent, mais elles ne sont pas hermétiques. Dans ce labyrinthe de liaisons, de ponts administratifs, de partages contrôlés mais complexes, le malware trouve des fissures. Il avance sans bruit. Aucune alarme générale ne retentit. Les opérations continuent. Les ordres partent. Les drones volent. Et pourtant, quelque chose commence à changer. Dans les centres de supervision, parmi les océans de logs et de signaux, des anomalies minuscules apparaissent. Des flux étranges. Des comportements d'hôtes qui ne collent pas au modèle. Des fichiers qui bougent là où ils ne devraient pas. Des analystes, au DoD comme à la NSA, penchent leur visage vers les écrans. Ils isolent, comparent, recoupent. Ils sentent la présence d'un intrus. Peu à peu, la certitude naît. Un code malveillant s'est introduit dans les systèmes militaires. Il ne s'agit plus d'une attaque distante, classique, par le réseau ouvert. Le vecteur, cette fois, est une clé USB insérée dans une base au cœur du théâtre d'opération. Un objet physique, banal, porté par un soldat en uniforme. L'alerte remonte les échelons, rapidement. JTF-GNO est mobilisé. DISA est appelé. La NSA plonge dans le code, le dissèque, cherche ses signatures, ses commandes, ses serveurs de contrôle. CENTCOM, comprenant que ses propres réseaux sont concernés, resserre les rangs. Les messages voyagent vers le bureau de Robert Gates. Les rapports, d'abord techniques, se couvrent vite de mots plus graves. Compromission, étendue inconnue, risque d'exfiltration de données classifiées. Il faut agir, et vite. Dans les salles de crise, une décision s'impose. Lancer une opération coordonnée, massive, pour chasser l'intrus, assainir les systèmes, colmater les brèches. Cette campagne prendra un nom. Ce nom, désormais, va entrer dans l'histoire. Opération Buckshot Yankee. Le premier coup tombe en novembre 2008. Une directive claire, martiale, est émise par le DoD. Interdiction de tous les supports de stockage amovibles. Clé USB, disque dur externe, certains CD, certains DVD. Du jour au lendemain, dans toutes les branches, les ordres se répercutent. On débranche, on retire, on range, on confisque. Dans les bases, la surprise est brutale. Les unités avaient pris l'habitude de ces passerelles discrètes. Tout à coup,
Elle se retrouve coupée de ce réflexe. Les opérations quotidiennes se grippent. Comment transférer des données depuis des systèmes non connectés vers des centres de commandement éloignés? Comment acheminer vite un fichier critique vers un poste isolé? Il faut improviser, chercher d'autres méthodes, mettre en place de nouveaux protocoles. Le remède dérange, mais il est nécessaire. En parallèle, l'immense purge commence. Des procédures de désinfection sont déployées à travers le monde, des États-Unis aux bases avancées. Des techniciens sillonnent les couloirs. On scanne, on nettoie, on redémarre. Et antivirus sont installés, mis à jour, renforcés. Les systèmes de détection d'intrusion se font plus fins, plus vigilants. Les architectes des réseaux repensent les frontières. Ils resserrent les segmentations, érigent de nouvelles cloisonnements pour qu'un futur malware ne puisse pas, aussi aisément, franchir d'un système à l'autre. Les accès sont contrôlés avec plus de rigueur. On recalcule les droits, on trace les utilisations. Dans les bunkers de la NSA, des équipes fouillent le code malveillant. Elles démontent sa structure, traquent ses appels, tentent d'identifier les infrastructures de commande et contrôle qui, quelque part sur la planète, reçoivent ou envoient des instructions. Elles croisent ces indices avec le renseignement humain, avec les interceptions, avec d'autres incidents connus. Peu à peu, un portrait se dessine. Les regards se tournent vers l'Est, vers un État, sans que le nom ne soit crié sur les toits. Les jours se changent en semaines, les semaines en mois. Buckshot Yankee devient un marathon. Chaque système nettoyé en révèle un autre. Chaque segment assaini en appelle un suivant. Pourtant, l'effort porte ses fruits. Progressivement, les réseaux sont purgés. Les responsables du DoD, plus tard, affirmeront qu'ils ont éradiqué le malware, rétabli l'intégrité des systèmes. Mais la victoire a un prix. Les bases, privées de leur usage libre des supports amovibles, réinventent leur logistique numérique. On met en place de nouvelles solutions techniques pour transporter les données. On imagine des réseaux plus sécurisés, des procédures plus lentes mais plus sûres. L'armée apprend à vivre avec des chaînes plus courtes, des chaînes plus contrôlées. Peu à peu, la foudre initiale se mue en réforme. L'interdiction totale des supports amovibles ne peut durer indéfiniment. Les opérations exigent de la souplesse. Alors, les règles s'affinent. Les clés ne sont plus bannies mais encadrées. Elles sont chiffrées, inventoriées, suivies à la trace. Les systèmes refusent désormais l'insertion d'un support non autorisé. L'ombre de 2008 plane sur chaque port USB. Dans le sillage de l'opération, un mouvement plus profond se met en marche. Robert Gates, en juin 2009, annonce la création d'un nouveau commandement, US Cyber Command. Sous l'égide de US Strategic Command, ce nouvel acteur doit unifier les forces éparses, diriger d'une main unique les opérations défensives et offensives dans le domaine numérique. Il ne s'agit plus de considérer la cybersécurité comme une tâche annexe, mais comme une mission centrale, une dimension à part entière de la puissance militaire. Les liens entre la NSA et le DoD se resserrent encore. Les capacités conjointes de détection, d'analyse, de riposte se développent. Dans chaque grand commandement, du CENTCOM au PACOM, des cellules cyber se créent, intégrées à la planification opérationnelle. Le numérique n'est plus une arrière-pensée, il devient une ligne de front. En 2010, William G. Lynn III prend la plume dans Foreign Affairs. Il dévoile alors, pour la première fois de façon détaillée, ce qui n'était qu'un murmure dans les couloirs. Il raconte la clé USB infectée, la base du Moyen-Orient, la propagation silencieuse à travers NIPRNet et SIPRNet. Il nomme l'incident, la plus grave intrusion dans les réseaux militaires américains. Il donne à Operation Buckshot Yankee son visage public, celui d'une riposte immense à un ennemi invisible. Dans le même mouvement, la doctrine change de forme. Le DoD proclame officiellement que le cyberespace est un domaine d'opération, au même titre que la Terre, la mer, l'air et l'espace. Les documents stratégiques, à partir de 2011, font écho aux leçons de 2008. Ils parlent de défense active, de résilience, de coopération entre agences. Ils rappellent que la sécurité ne doit plus être pensée après coup, mais dès la conception des systèmes, dès les premières lignes de code. Les budgets suivent ces paroles. Les revues quadriennales de défense intègrent désormais systématiquement le risque cyber. Les effectifs dédiés augmentent. Les outils se perfectionnent. Dans les formations, les jeunes officiers apprennent non seulement à manœuvrer des troupes,
mais aussi à lire des tableaux de bord numériques, à comprendre les vecteurs d'intrusion, à mesurer les conséquences d'un simple geste d'inattention. Les supports amovibles, jadis banals, deviennent des objets sous surveillance. On les autorise avec parcimonie. On les enregistre, on les chiffre. Des systèmes empêchent physiquement leur usage non approuvé. Les détecteurs d'intrusion, les corrélateurs de logs, les centres de surveillance se perfectionnent. La forensique numérique se dote de nouveaux outils pour, lorsqu'un incident survient, remonter le fil des événements à toute vitesse. Dans les couloirs du pouvoir, un message clair est adressé au reste du monde. Les États-Unis considèrent désormais que toute attaque contre leur réseau militaire constitue une menace stratégique majeure. Ils ne disent pas exactement quelle sera leur réponse le jour où un adversaire franchira certaines lignes rouges, mais ils laissent entendre qu'elle pourrait ne pas se limiter au seul domaine numérique. L'incident de 2008 devient un cas d'école, cité dans les universités, dans les think tanks, dans les cercles de l'OTAN. On le décrit comme un exemple typique de cyberespionnage étatique. On s'interroge, où se situe la frontière entre l'espionnage acceptable entre puissances et l'attaque armée dans le cyberespace? À partir de quand un code devient-il une arme? Entre alliés, la coopération se renforce. On partage les bonnes pratiques, les leçons apprises. On intègre la dimension cyber dans les exercices conjoints, dans la défense collective. L'ombre de la clé USB infectée plane sur les colloques, sur les manuels de doctrine. Elle rappelle, encore et toujours, que le maillon faible peut être minuscule, caché dans une poche de treillis. Rétrospectivement, Opération Buckshot Yankee se dresse comme une charnière. Les responsables du DoD, de la NSA, les chercheurs, les historiens de la cyberguerre, y voient le moment où l'Amérique a compris, par l'épreuve, que son avenir militaire se jouerait aussi dans le silence des processeurs. Ce fut un catalyseur. Sans cette brèche, la création d'US Cyber Command aurait peut-être été plus lente, la reconnaissance du cyberespace comme domaine de guerre moins urgente. Pourtant, beaucoup de détails demeurent cachés derrière la vitre du secret. Les rapports techniques complets, les preuves d'attribution, les échanges internes ne sont pas livrés au regard du public. Les chercheurs, les journalistes, doivent tisser leurs récits à partir de fragments. Déclarations de la NSA, discours du DoD, articles de l'IN, rapports du GAO.